Les photographes de cette époque, du Second Empire, montrent aussi une Normandie en complet bouleversement, en tout cas dans les grandes villes, dans les ports. Et tous ces bouleversements-là sont l'occasion aussi pour les photographes de donner finalement une image de la modernité de leur temps. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Au Havre, une exposition au MUMA rend hommage à la Normandie comme source d'inspiration et permet de montrer la vivacité des relations entre la photographie et la peinture, entre les précurseurs du médium, présentés officiellement en 1839 à l'Institut de France, et les artistes du mouvement impressionniste. Interrogé par Yannick Le Guillanton, Dominique Rouet, l'un des 3 commissaires de l'exposition avec Sylvie Aubenas et Benoît Héliot, revient sur ce dialogue pionnier entre 2 arts majeurs. Ce dernier célèbre autant les 150 ans de l'impressionnisme que la révolution que fut l'invention de la photographie en capturant des images, puis des scènes en mouvement. Avec l'évocation de Gustave Le Gray et de Claude Monet, cet épisode de L'Œil Écoute raconte ainsi le foisonnement artistique et la place centrale que la Normandie occupa dans la seconde partie du XIXe siècle, portée par le développement du chemin de fer, les traversées transatlantiques, mais aussi la croissance du tourisme de bord de mer, du Havre à Étretat, en passant par Trouville, Dieppe ou Cabourg. Bonne visite! Bonjour Dominique Rouet. Bonjour. Merci de m'accueillir au musée Malraux, au MUMA, pour une exposition intitulée Photographier la Normandie 1840-1890, un dialogue pionnier entre les arts, dont vous êtes l'un des 3 commissaires d'exposition. Alors dans ce parcours, on va retrouver de la photographie ancienne, bien sûr, mais aussi des toiles impressionnistes, mouvement dont on fête cette année le 150e anniversaire. D'où est partie l'idée de mettre en regard ces œuvres, sachant que les premiers photographes cherchaient à capturer la réalité dans ses moindres détails, alors que les impressionnistes privilégiaient une vision plus vaporeuse, plus émotionnelle de leur sujet. Ça peut effectivement paraître contre-intuitif de premier abord, mais en réalité, c'est un exercice que l'on a souhaité réaliser ici au MUMA dans le cadre de Normandie impressionniste, le festival dédié à l'impressionniste qui effectivement célèbre cette année l'anniversaire de la première exposition impressionniste à Paris en 1874. En réalité, c'est quelque chose qui s'est fait déjà dans d'autres expositions, mais on a voulu vraiment mettre cet accent parce que en Normandie, il est assez pertinent parce qu'on s'est aperçu que les premiers photographes et aussi les peintres de la période, déjà de la période romantique, pré-impressionniste et les impressionnistes, fréquentent les mêmes lieux, se rencontrent, se croisent, éventuellement s'influencent. Donc c'était assez intéressant de faire ce parallèle à cette occasion, mais il a du sens aussi quant aux sujets qui sont traités et aussi de grandes différences. Alors, et d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite anecdote à ce sujet. La première exposition impressionniste qui a donné son nom au mouvement impressionniste, elle est née dans l'atelier de Félix... de Gustave Le Gray. De Gustave Le Gray. Qui est devenu ensuite celui de Nadar. Voilà, qui est devenu ensuite donc c'est effectivement une sorte de clin d'œil entre les impressionnistes et les photographes que d'avoir choisi, sans doute un peu par hasard, mais c'est un hasard de l'histoire et de la succession des propriétaires de ce lieu, mais voilà, c'est dans un ancien atelier de Le Gray que cette exposition a lieu. Autre hasard de l'histoire, la toile qui a donné son nom au mouvement, Impression Soleil Levant de Claude Monet, a été réalisée à quelques centaines de mètres du MUMA. Alors ça, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, mais effectivement, Monet a passé sa jeunesse au Havre. Il a commencé à y peindre, à y côtoyer Eugène Boudin, et finalement, quand on regarde les tableaux qui sont proposés par Monet à l'exposition de 1874, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que Impression au Soleil Levant, et il y a une autre vue du port du Havre qui fait partie de ses premiers tableaux dans cette première exposition. Et là, on a une sorte de pierre de touche entre les impressionnistes et les photographes. Le Havre, la lumière de la baie de Seine, évidemment la mer, sont des éléments que les impressionnistes et les photographes un petit peu avant ont tenté de retranscrire dans leurs œuvres.
Alors, on sait que la Normandie est une région de prédilection pour ces peintres, mais qu'est-ce qui rend, au-delà de la lumière que vous venez d'évoquer, le territoire normand singulier et propice au développement de la photographie à ses débuts ici? Ce qui peut être un hasard, c'est que plusieurs personnalités qui se sont très vite intéressées à la photographie étaient normands. C'est le cas dans le Calvados particulièrement, Alphonse de Brébisson à Falaise, Humbert de Mollard plus près de Lisieux, et puis ensuite des frères Macaire, mais aussi Edmond Bacot, etc. Et qui sont aussi très rapidement en lien avec les grands photographes parisiens, qui participent à l'émulation autour des techniques photographiques, à l'amélioration de ces techniques, et qui sont eux-mêmes de véritables, sinon inventeurs, mais contributeurs à faire avancer les choses. Donc il y a ces photographes-là qui font partie des précurseurs, et puis la Normandie, c'est pas loin de Paris. Et alors là, pour le coup, c'est un hasard géographique, mais ça a été un sacré coup de pouce. Il y a un troisième élément qui est fondamental, c'est l'existence d'un patrimoine particulièrement remarquable, architectural, des paysages, la mer, les falaises. Il y a à peu près tous les ingrédients pour intéresser des artistes qui cherchent à représenter à leur manière et selon leur technique tout ce qu'on peut avoir de mieux, de plus visuel, et cela à quelques encablures de Paris. N'oublions pas que le chemin de fer fait partie des éléments de modernité qui vont désenclaver la Normandie à partir de 1843, à Rouen, 47 au Havre, 52 à Caen, 58 à Cherbourg. Donc il est de plus en plus facile de venir en Normandie. Donc cette proximité, cette facilité, ajoutée au fait que on a beaucoup de choses à représenter, à photographier, à admirer, et puis que l'on a des vrais précurseurs en Normandie, font que cette région, plus que toute autre, a une véritable place dans l'histoire plus générale du développement de la photographie. Alors, vous parlez de précurseurs. Cette exposition, elle présente un état des lieux de la photographie en Normandie, mais elle dresse aussi en creux des portraits d'inventeurs. Ils sont nombreux. Il faut savoir que ceux qui sont dans les labos ou derrière les objectifs au premier temps de la photographie ressemblent beaucoup aux geeks et aux développeurs de ce 21e siècle, même si c'est assez difficile à croire quand on voit les images et quand on voit ce qui se fait aujourd'hui. Il y a eu une foison d'inventions, d'émulations durant ces 50 années, avant que la photo ne devienne plus accessible. À partir du moment où les premiers procédés photographiques sont rendus publics et accessibles à un premier cercle, on va dire, d'amateurs éclairés ou de futurs professionnels, il reste encore pas mal de conquêtes techniques pour rendre plus aisée la réalisation de photographies. Pour ce qui est de l'invention de la photographie, ces Nicéphore Niepce sont nés en 1826, je crois. 26-27. Et par la suite, en fait, ce qui s'est beaucoup diffusé, c'est le daguerréotype. Oui, Niepce a travaillé avec Louis Mandé-Daguerre. Il est mort quelques années avant que, finalement, Daguerre termine de mettre au point le procédé du daguerréotype, qui est présenté à l'Académie des sciences, puis acquis par le gouvernement français pour être offert au monde en 1839. Et à partir de la deuxième moitié de l'année 1839, ce procédé devient accessible. Et dès le mois de septembre, au Havre, à Rouen, et puis même à travers toute la Normandie, puisque ces proto-photographes qui sont itinérants et qui font des démonstrations un petit peu partout, eh bien, on a ces premiers moments où on présente au public, dans les grandes villes généralement, cette invention quasiment magique. On a du mal à se représenter aujourd'hui finalement la surprise que les premiers spectateurs de ces démonstrations ont pu concevoir quand ils ont vu cette plaque de cuivre recouverte d'argent sur laquelle se forme une image à l'envers, mais qui se fait au bout de plusieurs minutes de pause. Donc ça n'était pas du tout instantané. Donc c'était plus facile pour des natures mortes, pour des objets qui étaient il fallait impérativement que ce que l'on photographie ne bouge pas. Imaginez que parmi les premières photographies du Havre que l'on connaisse, réalisées à l'été 1840, donc un an après la révélation du daguerréotype, une de ces photos, signée par Hippolyte Fizeau, montre un bassin en plein centre du Havre, sans âme qui vive. Pourtant, on est à peu près à midi, et ça, c'est pas possible. Mais ça s'explique très facilement, c'est que le temps de pause est tel que il est impossible que la figure d'une personne, d'un cheval, d'une mouette, que sais-je,
qui bouge soit capté par le daguerréotype. Donc ces premières photos, bien souvent, lorsqu'il s'agit de paysages ou de scènes en extérieur, sont absolument vierges de toute personne. Et pour ce qui est des procédés, donc on a le daguerréotype, par la suite on a la plaque de verre avec une émulsion au collodion qui fonctionne par contact, je crois. Oui, la difficulté avec le daguerréotype, c'est à la fois une image extrêmement fine et précise, mais on a un objet, un daguerréotype, et on ne sait pas le reproduire. C'est pas un multiple. Voilà. Mais au même moment, une autre technique est inventée par l'anglais Talbot, mais aussi par le français Bayard, qui est celle du calotype, qui permet, suivant un autre concept finalement, de travailler à partir d'un négatif, et à partir du négatif de tirer des positifs en autant de quantité que l'on souhaiterait. Et ça, c'est évidemment fondamental pour les développements postérieurs de la photographie. Donc c'est une deuxième technique, et puis vous l'avez évoqué effectivement ensuite, d'autres techniques à partir d'une plaque de verre qui est recouverte de substances photosensibles. Des plaques de verre recouvertes d'albumine, puis après de collodion, vont permettre de perfectionner encore le procédé, qui permet d'aller plus vite, donc de s'approcher de l'instantanéité, puisque la grande vertu de ces améliorations-là consiste en la réduction du temps de pause. Et à partir du moment où le temps de pause passe de plusieurs minutes à une fraction de seconde, c'est très différent. On peut dès lors se consacrer à d'autres photographies où l'on voit l'instant arrêté d'un objet ou d'une personne en mouvement. Donc voilà, la réduction du temps de pause, la sensibilité accrue des matériaux qui sont utilisés, la duplication de l'image sont trois innovations majeures qui ont eu lieu dans les premières décennies et qui ont permis à la photographie d'être plus précise, plus facile peut-être à exécuter. Alors, on va revenir un instant au daguerréotype, puisque parmi les inventeurs que vous avez cités précédemment, les frères Macaire au Havre ont marqué l'histoire en parvenant à capturer, donc sur ces plaques de cuivre argenté, le mouvement dès les années 1850. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont à l'origine de l'instantanéité en photographie? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette fratrie? On va peut-être aller les voir. Très bien, je vous suis alors. Alors, on se trouve devant deux petits formats, Louis Cyrus Macaire, Hippolyte Macaire, donc deux frères qui travaillaient ensemble, et l'autre, donc celui-ci représente un voilier qui... Paquebot même. Un paquebot. Qui quitte le port du Havre. Avec des personnages au premier plan, mais je vais vous laisser nous en dire quelques mots. Alors effectivement, les frères Macaire sont importants pour la photographie au Havre, mais au-delà pour l'histoire de la photographie, parce que à l'été 1850, Louis Cyrus Macaire vient s'installer au Havre et il rejoint son frère Hippolyte qui est peintre installé sur la jetée nord du port du Havre. Donc il est admirablement placé pour assister au va-et-vient des bateaux qui entrent ou qui quittent le port. Louis Cyrus, ça fait 10 ans qu'il est photographe aux États-Unis et au Canada. Il a émigré en 1840, donc quelques mois après l'invention ou la révélation du daguerréotype, et pendant 10 ans, il va s'exercer aux États-Unis. Il travaille un peu dans son coin. C'est à la fois un chimiste, un bricoleur, quelqu'un qui a de bonnes intuitions. C'est pas un bon commerçant. En tout cas, il va réaliser des milliers de portraits aux États-Unis, s'installer un temps à Montréal, puis à Québec, et puis finalement à New York, sur Broadway. Il a son atelier photographique. Une de ses innovations majeures, c'est de travailler sur la réduction du temps de pause. Il a notamment déposé un brevet relatif à la fabrication des plaques de cuivre recouvertes d'argent et un polissoir qui permet de polir si bien ces plaques qu'elles deviennent extrêmement photosensibles. Et c'est une partie de ce qui lui a permis de réduire considérablement le temps de pause. Donc il vient rejoindre son frère au Havre parce que je pense qu'il sent l'opportunité. Lui, il a la technique et son frère a le sujet.
et à eux deux, ils vont photographier les bateaux qui passent et qui font l'animation du port du Havre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du sujet plus précisément qu'on voit ici? Ce daguerréotype qui est prêté par la Bibliothèque nationale de France, qui est l'un des partenaires principaux de l'exposition, représente d'abord à l'envers. Il faut mentalement retourner l'image, la redresser, disons. Et il s'agit d'un bateau qui est en train de sortir du port. On voit son panache de fumée. Et puis, il a une partie de ses mâts qui sont un petit peu de travers. On dit qu'ils sont en pentaine parce qu'il faut passer à travers une passe assez étroite. Et ce paquebot qui file vers New York, c'est une des premières traversées d'une compagnie américaine qui établit la liaison entre Le Havre et New York. Donc ce paquebot va quitter le port et va passer devant finalement les ateliers des frères Macaire. Et au premier rang, on a une rangée de personnages en haute forme qui admirent cet événement, des adolescents dont un se retourne face au photographe et lui est de face alors que tous les autres sont de dos. Tout à fait. Ouais. Et puis la foule se presse aussi au sommet de la tour François Ier, qui est une forte tour du XVIe siècle qui marquait et qui défendait l'entrée du port. Qui ressemble vaguement au port de La Rochelle, si on peut donner une image aux gens qui nous écoutent. Et donc là, c'est une des premières liaisons en direction de New York. C'est une des photos, mais les frères Macaire en ont fait beaucoup d'autres, des daguerréotypes. Malheureusement, aujourd'hui, on en connaît 4 au monde, donc 2 qui sont présentés ici dans l'exposition, 2 aux États-Unis en collection privée et au Paul Getty Museum. Donc il y a tout un travail à faire autour de ces personnages qui présentent leur invention à l'Académie des sciences en 1851, qui fait l'émerveillement de tous, mais ils refusent de donner leur secret. Et ça, c'est rédhibitoire. Si vous ne voulez pas, on leur répond que si vous ne voulez pas partager votre secret, eh bien, travaillez dans votre coin. Néanmoins, ce sont les premiers à faire des photographies instantanées, des daguerréotypes, j'entends, de marine, puisque au même moment, d'autres travaillent évidemment sur les mêmes sujets, comme Edmond Bacot, qui lui, depuis sa plage et sa villa de Lyon-sur-Mer, a déjà photographié la plage, les vagues, suivant une autre technique. Il utilise des plaques de verre à l'albumine, et la photo est encore assez floue. L'avantage des Macaire, c'est que le daguerréotype est d'une très grande finesse, et au moment où ils montrent en 51 leur invention, ils ne sont pas surpassés. Oui, donc en tout cas, si ce n'est les premiers, ce sont parmi les premiers à pouvoir réduire le temps de pause afin de permettre d'avoir des photos plus précises. Oui, et on leur doit autre chose, c'est finalement de diffuser l'image du Havre. Ce sont les premiers à diffuser l'image du Havre, y compris à Paris, parce qu'ils vont créer en 1852, l'année suivante, un établissement photographique à Paris. Donc, ils ont un pied au Havre sur la jetée, un pied à Paris pour faire leur pub. Et ça va devenir un lieu tout à fait couru de la haute société. Il s'arrange aussi pour obtenir des commandes du gouvernement. Et donc l'image du Havre, du va-et-vient des bateaux, de la vie maritime de ce port est transformée grâce aux frères Macaire, ce qui explique aussi qu'ensuite d'autres photographes vont venir au Havre. Bien sûr. Alors, cette image, c'est amusant parce que je ne le savais pas, mais vous venez de me dire qu'il s'agit du premier transatlantique, ou l'un des premiers transatlantiques qui arrive au port du Havre. Donc, elle est doublement historique. Elle est doublement historique pour l'objet photographique, mais pour ce qu'il représente aussi. Puisque le trafic transatlantique au Havre a duré plus d'un siècle, je crois, jusqu'en 1970, 1960. Oui, jusqu'aux France, qui est aussi une des grandes heures du Havre. Alors on va peut-être se déplacer vers une autre image. Alors, puisqu'on est dans cette partie de la salle, je vois une image de Gustave Le Gray. Gustave Le Gray qui est l'une des stars de cette exposition. Alors, avant d'être photographe, il était peintre de formation et il écrivait en 1852 « J'émets le vœu que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie du commerce, rentre dans celui de l'art. C'est là sa véritable place. » Est-ce que ces contemporains portaient ce même regard sur la photographie ? Déjà, si Le Gray aimait ce vœu-là, ça veut bien dire que la réponse n'est pas évidente et que les choses sont partagées à son époque. Et de fait, il n'est pas évident de répondre de manière péremptoire à cette réflexion-là. Il y a une coexistence entre la photographie artistique et la photographie plus commerciale. Lorsque
des ateliers s'ouvrent dans les villes normandes et ailleurs, évidemment, en France, ceux qui les ouvrent essayent de vivre de ce métier-là. Il y a nécessairement une activité commerciale qui se met en place autour de la photographie. De la même manière, sur les côtes normandes, dès lors qu'il y a des touristes, il faut vendre des choses aux touristes. Et les photographies font partie de ce que l'on peut vendre aux touristes, notamment à partir des années 1860, par exemple. Et puis, il y a des photographes qui ont des démarches, on va dire, mixtes. Les frères Macaire ont clairement eu à la fois une fibre artistique et puis une fibre commerciale. Et d'ailleurs, Louis Cyrus Macaire s'est vu reprocher d'avoir essayé de faire coexister ces deux fibres-là. Louis Cyrus Macaire, c'est un photographe artistique, un puriste qui refuse absolument toutes les photos retouchées. D'ailleurs, il a refusé d'exposer ses photos à l'exposition universelle de Paris en 1855, qui est, pour la photographie à cette époque, un moment à ne surtout pas rater. Et lui refuse. Et parallèlement, il vend ses photos à ceux qui viennent faire des portraits dans son atelier, et puis également à tous les collectionneurs de vues de marine. Donc rien n'est jamais simple. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous dites que il y a déjà à cette époque-là, au premier temps de la photographie, la retouche existe déjà, et même parfois on ajoute des choses sur les images, on remplace des ciels, on ajoute des personnages. Il faut bien se représenter que avant l'invention de la photographie, on est habitué par exemple à des portraits peints. Donc, arranger, retoucher, c'est une évidence et c'est normal pour tout le monde. Lorsqu'on se fait photographier, lorsque l'on se fait portraitiser au daguerréotype, parfois on n'était pas tout à fait satisfait du résultat parce que c'était la réalité et qu'on ne pouvait pas la transformer. Alors bien sûr, on peut retoucher un petit peu. Il y a, par exemple, dans cette exposition, une Normande avec sa coiffe traditionnelle, photographiée par Humbert de Mollard, et qui a quelques retouches dorées. Elle a une clé pendue à une chaîne qui est clairement quelque chose qu'on a appliqué sous forme de peinture sur la plaque. D'accord. D'autres retouches sont, on va dire, d'un autre ordre. Elles participent à la création d'une image artistique. Et Gustave Le Gray est un grand maître de ce que l'on a appelé les ciels rapportés. C'est-à-dire que pour réaliser une photo de marine, par exemple, il peut photographier et réaliser à partir d'un premier négatif la scène du premier plan, et puis il utilise un autre négatif pour capter la lumière du ciel et combiner les deux pour produire un positif. Apporter un peu de dramaturgie à l'image. Alors, pour certains tirages, c'est le cas, mais c'est aussi pour contourner une difficulté majeure, parce que photographier la mer et le ciel sur une seule plaque de verre, à partir d'un négatif au collodion, c'est quasiment un tour de force impossible, parce que la luminosité de telle ou telle partie du ciel par rapport à l'eau ne va pas imprimer de la même manière sur le négatif. Donc, il faut pas considérer cela comme un trucage malveillant, pas du tout. C'est à la fois pour contourner des difficultés techniques, et puis pour produire une image qui est finalement comme le ferait un peintre qui construit son tableau à partir d'une réalité, mais qu'il retravaille à sa manière. C'est finalement la même démarche que Le Gray exécute, et ce qui n'est autre que la démarche d'un artiste. Alors, est-ce que vous pouvez, puisque là on est devant 3 photographies de Gustave Le Gray, quelle est la plus célèbre? Je crois que c'est le brick au clair de lune, oui, qui est pas très loin. Le brick au clair de lune, c'est l'exemple exactement inverse de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le brick au clair de lune, c'est une photographie de Gustave Le Gray qui est une réussite totale, à la fois par son sujet. On voit un brick, c'est-à-dire un trois-mâts. Qu'est-ce qu'un brick? Un petit trois-mâts qui évolue absolument seul sur une mer relativement calme. On voit au premier plan la plage du Havre, et puis il y a une nappe lumineuse derrière le brick qui est le reflet du soleil qui passe à travers les nuages, et le ciel offre ici un nuagé assez exceptionnel. Mais pour les habitants du Havre, c'est finalement assez courant ici, et c'est un petit peu un archétype de ces belles lumières que l'on voit dans l'estuaire de la Seine. Alors on n'est pas du tout au clair de lune, ça, ce titre, oui. et
on va dire inexact. On est là sans doute en fin d'après-midi, mais par contre il y a un contre-jour exceptionnel et puis une lumière indirecte qui est remarquable. Alors c'est une photographie pour le coup qui est réalisée avec un seul négatif. Ça n'est pas un ciel rapporté. Donc Le Gray aussi savait réaliser des photos exceptionnelles du premier coup, si j'ose dire. Elle a connu un grand succès puisque Le Gray l'expose en 1856 à Londres et il en a tiré plusieurs centaines tellement elle s'arrachait. Alors là, on parle de photographie artistique. Il est bien évident qu'à cette époque-là, la photographie n'était pas numérotée comme aujourd'hui en galerie, comme on peut le connaître pour les photographes qui font ce type d'image. Absolument, ce système n'existait pas. Donc on peut pas pister tous les exemplaires, sauf à faire d'énormes recherches et petit à petit, on peut les retrouver. Est-ce que vous savez à peu près quel était le prix d'une photographie à l'époque? Qu'est-ce que ça représentait à peu près? Alors, on a des exemples assez précis, les daguerréotypes des frères Macaire. Donc les plaques de cuivre. Voilà, les plaques de cuivre argenté. On a des amateurs anglais, des sociétés photographiques d'Édimbourg, qui vient au Havre découvrir ces photos, qui veut en acheter, mais c'est hors de prix et il repart en Angleterre sans avoir pu. On était là à plus de 100 francs la plaque, ce qui est absolument considérable. Mais à partir du moment où les techniques ont permis de passer d'abord au tirage papier et de produire plus de photos, les prix ont été tout à fait différents. Là, il y a clairement une affaire de commerce et d'offres et de demandes qui entrent en jeu. Donc les prix ont bien baissé, mais des photographies de grand format de Gustave Le Gray restent des objets tout à fait exceptionnels, puisque à cette époque, faire une photo de grand format nécessite une grande chambre, une grande plaque de verre pour négatif. On n'en est pas encore à agrandir les photographies. Donc c'est vraiment un tour de force et forcément le prix s'en ressentait. Ça nous montre bien d'ailleurs que Gustave Le Gray souhaite rivaliser un peu avec la peinture, puisque la peinture, elle est de plus grand format. Les daguerréotypes ont plus le format d'une carte postale actuelle. Oui, la question du format, effectivement, est importante. Les frères Macaire et Gustave Le Gray ont exposé lors d'expositions internationales, conjointement, et Le Gray l'a toujours emporté à cause de la supériorité de ces grands formats. Donc la question du format est tout à fait importante. Mais les photographes, assez rapidement, d'abord parce que beaucoup ont des formations de dessinateurs et de peintres, cherchent à faire reconnaître la photographie comme un art et vont être très soucieux d'exposer des photographies. C'est le cas dès l'été 1852 au musée du Havre, puisque les frères Macaire vont participer à l'exposition des arts de 52 et donc exposer leurs daguerréotypes à côté des tableaux de Eugène Isabey ou Théodore Gudin, qui ne sont évidemment pas des impressionnistes, mais plutôt des peintres romantiques spécialisés dans les vues de mer. Donc voilà, on voit ces photos se frayer un chemin dans les expositions artistiques, et puis dans les années qui suivent, ce sont des expositions consacrées à la photographie qui vont avoir lieu. Alors, les grandes villes européennes, mais notamment en Angleterre, ont très rapidement des sociétés photographiques qui vont organiser à Manchester, à Édimbourg, Glasgow, Londres bien sûr, qui vont organiser des expositions et qui accueillent des photographes d'un peu partout, des Anglais mais aussi des Français. On a en France la société héliographique, puis la Société française de photographie qui naît en 1854, qui chaque année ou tous les ans va organiser des expositions de photographie. Et là, on a vraiment la photographie qui s'expose comme un art, ce qui est reconnu par les tribunaux en 1862, à la suite de procès qui seraient trop longs à décrire ici. Alors, vous venez tout juste d'évoquer la société héliographique, donc qui a été créée en 1851. Dans l'exposition, il y a tout un chapitre qui est consacré aux monuments. Alors, il faut savoir que la société héliographique, elle avait pour but de cartographier un petit peu le territoire d'un point de vue patrimonial. Ici, dans cet espace, vous avez tout un tas d'édifices religieux, et notamment on voit une façade, là c'est la façade de la cathédrale de Rouen, réalisée par un peintre, par Monet, avec de part et d'autre deux images de cette même façade, réalisée par Édouard Baldus et par les frères Bisson. D'où vient ce goût
des photographes pour la photographie d'architecture, la photographie patrimoniale. Les photographes se sont intéressés, pas seulement en Normandie, mais notamment en Normandie, à ce riche patrimoine architectural. Il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle, où après des décennies où on a un peu laissé à l'abandon un bon nombre de ces monuments, ce qu'on appelait les antiquaires se sont réintéressés, ont redécouvert l'art médiéval progressivement, et lorsque les photographes réalisent leurs clichés en Normandie, on est à l'époque où finalement on comprend l'intérêt de cette architecture, et on va aussi organiser des premières restaurations de monuments. Et là, effectivement, on est devant la façade de la cathédrale de Rouen, qui est un tour de force, aussi bien pour les peintres que pour les photographes, lorsqu'il s'agit d'essayer de la reproduire. La cathédrale de Rouen, je crois que Monet s'y a attaqué à plusieurs reprises. Il y a une trentaine de cathédrales. Donc c'est elle aussi un multiple. Bien sûr, oui, on peut effectivement, c'est un multiple. L'art de Monet a été de tenter de la peindre à différents moments, une série donc à différents moments de la journée, avec des éclairages très différents. Et il a produit donc cette exceptionnelle série. Le musée d'Orsay nous a exceptionnellement prêter l'une de ces toiles. Alors, ce qui est intéressant de voir par rapport aux photographies qui l'entourent, qui sont des photographies de grand format, c'est que, évidemment, là, entre la démarche de Monet et celle des photographes qui l'environnent, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Oui. Les photographes ici essayent de capter les détails architecturaux de cette façade qui est si large et si imposante qu'il est difficile, même impossible, de la photographier à l'époque en une seule fois. On n'a pas suffisamment de recul. On n'a pas assez de recul, voilà. Et d'ailleurs, John Ruskin, l'historien d'art, mais qui est aussi photographe à ses heures, lorsqu'il vient en Normandie, vient évidemment à Rouen, et on présente aussi 4 daguerréotypes qu'il a réalisés de différents détails de la façade. Et ces daguerréotypes lui servent, après coup, à faire des dessins et des aquarelles pour étudier l'art gothique, puisque ça a été un des sujets qui ont retenu son attention en Normandie. Mais on peut aussi s'amuser à comparer ces différentes images pour voir en 58 ce détail architectural qui disparaît 2 ans après parce qu'il a dû s'effondrer et qui réapparaît ensuite parce que la cathédrale a été restaurée. Ouais. Donc on a différents niveaux de lecture devant ces œuvres d'art qui permettent à la fois de s'intéresser sur la manière mais aussi sur le sujet qui est représenté. Et ça nous explique aussi un peu les va-et-vient qui existent entre la peinture et la photographie. Alors c'est très clair pour John Ruskin en 1854, mais très ponctuellement, ça a pu être le cas pour Monet aussi. On sait que certaines vues de marine, où là, c'est la mer qu'il peint ou des bateaux qu'il peint, et donc c'est pas immobile. Il a pu se référer à certaines photographies. La photographie a pu servir de documentation pour les peintres, pour les aider à représenter telle ou telle scène, tel ou tel endroit, tel ou tel moment. Et donc, oui, photographie et peinture entretiennent aussi ce rapport-là. Et puis, on peut également évoquer des gravures qui sont réalisées d'après les photographies, où là, finalement, c'est la photographie qui suggère ou qui est à l'origine de l'œuvre gravée. Alors Dominique, on vient de parler de professionnels, de l'usage que pouvait avoir la photographie, mais vous mettez également en avant dans cette exposition des amateurs qu'on pourrait qualifier d'éclairés, pour lesquels la photo n'est pas un cœur de métier, bien qu'ils produisent des images d'une excellente qualité. Est-ce que les thèmes qu'ils abordent sont pour le coup différents de ceux des photographes professionnels ? Alors ces amateurs éclairés, qui sont parmi les plus grands photographes en réalité, font partie souvent de la haute société du Second Empire. Donc ils ont du temps, ils ont de l'argent, et ils peuvent se consacrer de manière, alors pour le coup, je dirais professionnelle, dans le sens de l'excellence de leur pratique, à un passe-temps qui devient plus qu'un passe-temps, une passion. Et de grands noms de la photographie qui se sociabilisent autour de la Société française de photographie sont représentés dans l'exposition. Ce sont les Alphonse Jean Renaud, mais aussi des personnages moins connus comme Alfred Coulon, qui est un peu une redécouverte
faite à l'occasion de la préparation de cette expo. Donc vous présentez des albums. Oui, voilà, on présente plusieurs albums qui ont été acquis récemment par les archives départementales du Calvados, mais aussi par la bibliothèque municipale du Havre. Coulon, c'est un juriste parisien avoué au tribunal de la Seine, qui a épousé la fille du maire de Saint-Gratien, qui est proche de la famille Bonaparte, et qui fait partie de ces premiers Français à venir passer ses vacances sur les plages normandes, puisque les stations balnéaires normandes vont finalement naître dans les années 1840, 1850 et surtout 60, que ce soit Trouville, Étretat, Villers-sur-Mer, Houlgate, Sainte-Adresse, Veulencourt, etc., etc. Et lui, c'est à Cabourg qu'il fait construire une villa qui est, à ses débuts, quasiment la première que l'on peut voir sur le rivage. Et comme c'est aussi un photographe amateur de talent, un ami du vicomte Aguado, autre grand photographe, mais aussi sans doute un bon connaisseur de l'œuvre de Gustave Le Gray, il fait partie donc de la Société française de photographie. Et ces albums montrent que finalement c'est sans doute un des inventeurs de la photo de plage et de la photo de vacances en famille autour de la villa de Cabourg, et puis également un amateur suffisamment aguerri pour réutiliser la technique des ciels rapportés de Gustave Le Gray, puisque dans ces photos de Cabourg, on a parfois la réutilisation de clichés de Gustave Le Gray sous la forme de ciels rapportés ou de montages photographiques. Alors là, il s'agit d'emprunts, pour le coup. Il s'agit d'emprunts, mais parfois d'emprunts assez réussis. On a par exemple une vue de baigneurs à Cabourg avec en arrière-plan un formidable 3-mâts remorqué par un navire à vapeur. Cette photographie est très réussie et c'est absolument un montage puisque c'est pas possible d'avoir ça à Cabourg. Et surtout, on reconnaît assez rapidement dans le 3-mâts et le navire à vapeur le fameux vapeur de Gustave Le Gray qui a été donc réutilisé sous forme de ciel rapporté dans cette vue de Cabourg. Ce qui est amusant, c'est que on retrouve aussi, on vient de voir il y a quelques instants la photographie des frères Macaire, on retrouve un peu le même type de composition de photographie, c'est-à-dire que au loin, on voit un bateau et sur la plage, finalement, il y a des personnages qui regardent ce bateau. Donc tout ce dispositif nous amène vers ce vapeur. On est face à la mer, on est sur la plage et on a la succession des plans. Premier plan, plage, mer, au loin le bateau et ensuite le ciel. Et effectivement, c'est une construction qu'on retrouve beaucoup chez ces photographes qui s'intéressent au jeu entre le ciel, la mer, les effets de lumière et la difficulté de faire coexister le tout sur une photographie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit les images dans leur contexte, puisqu'elles sont présentées dans de petits albums dont l'usage devait être familial. Alors, album familial, c'est certain pour l'un d'entre eux, album plus personnel pour un autre, dans lesquels on trouve à la fois des clichés de Coulon, mais aussi de ses amis photographes de la Société française de photographie, des contre-types de Le Gray, des photos d'Albert Magny, mais aussi des photos d'Henri de la Blanchère. Donc, il alterne ces photos et celles qu'il collectionne de ses amis, preuve encore une fois que ce milieu des photographes amateurs éclairés excellents s'échangent, se parlent, font avancer les techniques et puis rivalisent un petit peu également entre eux parmi les différentes photographies qu'ils peuvent produire eux-mêmes. Alors là, on vient de parler de photographes professionnels, d'amateurs éclairés, et dans l'exposition, on peut découvrir une femme. Il s'agit de Stéphanie Breton. Je crois que son œuvre a été redécouverte tout récemment. Oui, il y a un peu d'années qu'un collectionneur rouennais, spécialiste de la photographie, Guy Pessiot, a pu remettre en lumière ce personnage, Stéphanie Breton, qui fait partie de ces photographes de talent qui ont collaboré aussi et exposé surtout à la Société française de photographie. Stéphanie Breton, elle est l'épouse d'un conseiller municipal de Rouen, et donc elle a vécu plusieurs années à Rouen. Et parmi les photographies qu'elle réalise, il y a plusieurs vues de quais. Et le quai de Rouen est un endroit qui a attiré d'autres grands photographes comme les frères Bisson,
un endroit particulièrement animé et important puisque c'est l'endroit où toutes les marchandises qui viennent remonter l'estuaire grâce aux bateaux qui viennent du Havre sont déchargées sur le quai puis rechargées sur des péniches pour monter plus haut vers Paris, puisque les ponts de Rouen à cette époque sont les premiers ponts qui empêchent les grands bateaux qui affrontent les mers de remonter plus haut dans la Seine. Donc on a plusieurs scènes de quai importants et puis une vue du château de Franqueville qui est assez saisissante. Et qui est assez énigmatique, avec un miroir d'eau devant le château, dans lequel se reflète la lumière des fenêtres. Donc c'est une photo de soirée, de nuit peut-être, enfin. Et bien c'est ça qui est difficile à déterminer parce que finalement le ciel est très clair, mais on a l'impression d'être entre chien et loup. Et il y a une atmosphère d'étrangeté qui transparaît de cette photo qu'elle a exposée en 1861 à la Société française de photographie. Alors, c'est la seule femme présente dans l'exposition. On a connaissance de l'existence d'autres photographes artistes, comme une certaine Noémie Foulon au Havre, qui était peintre, portraitiste et photographe. Elle s'est mise au daguerréotype dans les années 1855, mais on n'a pour l'instant pas retrouvé ses œuvres. C'est-à-dire que à travers la littérature, à travers les extraits de la presse de l'époque, vous retrouvez des noms, mais vous retrouvez pas nécessairement les images. La presse est fondamentale, et puis aussi les catalogues d'exposition. Cette Noémie Foulon, elle a exposé, donc les catalogues en gardent la trace, mais les œuvres ne sont pas encore identifiées. Alors avec Stéphanie Breton, on vient d'évoquer l'activité des ports, mais ce 19e siècle coïncide avec une grande évolution du paysage et de l'urbanisme. Et puisqu'on est au Havre, c'est aussi l'opportunité, à travers certaines de ces images, de découvrir à quoi pouvait ressembler le front de mer et son port au 19e siècle, avant notamment sa destruction par les Alliés, il y a tout juste 80 ans, jour pour jour, quasiment. Oui, les photographes de cette époque, du Second Empire, montrent aussi une Normandie en complet bouleversement, en tout cas dans les grandes villes, dans les ports, puisque c'est le moment où on élargit, où on agrandit les ports, donc on permet l'accueil de bateaux plus importants. Donc il faut élargir, par exemple, le port du Havre, il faut créer un canal de Caen à la mer, il faut créer de nouveaux bassins à Cherbourg, et tous ces bouleversements-là, en tout cas toutes ces transformations, sont l'occasion aussi pour les photographes de donner finalement une image de la modernité de leur temps. En leur temps, les premiers photographes sont eux-mêmes des modernes puisqu'ils créent de nouvelles techniques. Les peintres impressionnistes sont aussi des modernes en cela, en leur manière de peindre par rapport à la manière traditionnelle. Et les photographes ont aussi à cœur de montrer la modernité de leur temps. C'est important, je pense, de le rappeler, puisque la photographie, c'est plus un médium d'extraction aristocratique et bourgeois. On voit ces femmes avec des crinolines, ces hommes avec des hautes formes, et on a du mal à imaginer aujourd'hui qu'il s'agisse véritablement d'une grande modernité. Oui, mais c'est la modernité du temps. C'est toujours la difficulté de regarder avec nos yeux d'aujourd'hui des scènes passées sans essayer de se défaire de nos catégories, de nos grilles de lecture et en essayant d'adopter ce que l'on peut du temps évoqué par ces photos. Mais voilà, la modernité, la transformation des lieux, des villes, des ports sont des sujets captés par les photographes. Et une des photos intéressantes de présenter dans l'exposition, qui est une scène qui montre le Havre en travaux, elle est précisément située pas très loin du site actuel du MUMA, puisqu'il s'agit de travaux à l'entrée du port. Et dans cette photo qui est signée d'un des trois frères Macaire, qui a adopté le nom de Jean-Victor Varnaud, eh bien, on a l'impression d'être au milieu du Far West parce qu'on est dans un chantier avec ces machines à vapeur, une espèce de puits qui est en train de creuser. On a un contremaître ou peut-être un architecte plus exactement en chapeau haute forme qui pose au premier plan, et puis tous les ouvriers sont eux-mêmes en train de cesser leur travail pour regarder le photographe. Alors on a deux niveaux dans la photo. On a un niveau supérieur
sur lequel on retrouve des architectures. Je crois qu'il s'agit du musée des Beaux-Arts. Oui, c'est le musée des Beaux-Arts. Le grand quai dans la continuité où a été justement peint Impression Soleil Levant de Claude Monet. Et au-dessous, en fait, on retrouve des petites baraques qui, comme vous l'avez décrit, des ouvriers, cet ingénieur, des charrettes, des chevaux. Enfin, c'est un premier plan très actif. Finalement, la ville du Havre, là, elle sort de l'époque de la Renaissance, de l'époque quasi médiévale, en supprimant tout un tas d'oripeaux qui existaient encore à cette époque-là. C'est la ville du XVIIIe siècle, c'est la ville qui a connu déjà dès le début du XIXe siècle des agrandissements, et puis c'est le port qui continue de s'agrandir. Effectivement, sur cette photo, on retrouve un pan du rempart du XVIe siècle qui va être alors détruit. Mais la ville bombardée de 1944, en fait, il y a plusieurs villes. Elle n'a cessé de se transformer. Le Havre, c'est une ville située à l'embouchure de la Seine, qui n'a pas beaucoup de possibilités de développement. Elle est un petit peu engoncée par sa situation. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a le fleuve. Donc, elle s'est constamment transformée sur son site même. Et c'est ce qui se produit là dans la photo que l'on voit, puisqu'on est en train de boucher des fossés des remparts. On va détruire la tour, on va détruire le rempart du XVIe siècle, et puis on va faire une esplanade, et avec un nouveau quai plus large qui permettra au paquebot transatlantique de rentrer sans difficulté dans le port. Donc, comme à Monaco, on essaye de gagner un peu de terre sur la mer. Il y a un peu de ça, oui. Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Dominique. Est-ce que, lorsque vous avez fait des visites ou lorsque vous avez laissé traîner vos oreilles dans l'exposition, est-ce que vous avez saisi une forme de familiarité de la part des visiteurs, une forme de connexion avec ces images qui sont anciennes, qui appartiennent à un temps définitivement révolu ? Finalement, il y a plusieurs degrés de lecture, plusieurs angles d'attaque ou angles d'accès pour cette exposition. On peut s'intéresser à la photographie, la technique photographique, l'art en photographie, le rapport entre la photographie et la peinture, mais on peut aussi avoir une grille de lecture plus centrée sur le sujet représenté, des détails de telle ou telle ville. J'ai surpris à plusieurs reprises des visiteurs qui venaient d'une autre partie de la Normandie et qui étaient sidérés de découvrir leur ville, de retrouver le clocher d'une localité qu'ils connaissaient bien. On peut vraiment s'immerger dans cette exposition de différentes manières, selon ses centres d'intérêt, et au passage apprendre des tas de choses. Merci beaucoup Dominique Rouet. C'était un plaisir. Pour cette visite privilégiée, c'était un moment passionnant. Merci encore. À bientôt. Photographie en Normandie 1840-1890 est à l'affiche au MUMA jusqu'au 22 septembre. Et si toutefois vos pas ne vous mènent pas jusqu'au Havre d'ici là, vous retrouverez sur le site du musée www.muma-lehavre.fr une visite virtuelle de l'exposition. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser vos commentaires et à déposer des étoiles sur vos plateformes préférées.